bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Il s'appelle Yannick Kawa, présenté ce jour comme le porte-parole des ex-combattants ayant déposé les armes. Il a accepté venir parler surtout de la marginalisation des anglophones devant l'auguste assemblée convoquée ce jour pour le grand dialogue national. Il prenait ainsi à contre-pied nombre de ses compatriotes francophones qui ont toujours nié cette marginalisation, une situation regrettable qui va pousser lui ainsi que d'autres jeunes compatriotes de culture anglo-saxonne à prendre des armes contre leur propre pays, contre la République. Equinox Soir, c'est tout à l'heure à 20h la grande édition d'information présentée depuis Douala par Nadine Yambo, tout de suite après le débrief, tout de suite et maintenant, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Ouverture du grand dialogue national, la réalité en face. Pour en parler ce soir, je suis en plateau avec Aristide Mono. Bonsoir. Bonsoir Serge Alantou, bonsoir à tous les co-discutants du soir et bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. Voilà, vous êtes analyste politique, c'est bien cela. Très connu sur la place de Yaoundé, c'est bien cela. Exactement, nous essayons d'apporter notre contribution autant que ce peut pour l'édification des masses. Voilà, bienvenue sur le plateau. À côté de vous, deux personnes qui ont vécu cette cérémonie en live, comme on dit dans notre jargon. Je vais d'abord commencer par David Ebouto. Bonsoir David. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous nos nombreux téléspectateurs. Je sors de là effectivement pour le compte du groupe Equinox. Ouais. J'y étais depuis hier déjà pour le tour des lieux par le porte-parole de ce dialogue national qui n'est autre que M. Georges Ouanet, journaliste à la TV. Et depuis ce matin, nous y sommes effectivement depuis au moins 8 heures. Ouais. Et à l'heure où je vous parle, les travaux en plénière et en commission continuent. Donc, je suis venu pour rendre compte pour ce qui se fait, ce qui se vit, ce qu'on a pu remarquer, et puis soumettre cela déjà à la critique et à l'attention de ceux qui sont au loin et qui veulent quand même savoir ce qui se fait. Ok, voilà. Bienvenue. Un autre qui a également assisté à cette cérémonie, lui, c'est Dr. Nick. You're welcome, sir. Thank you very much. It's a pleasure to be with you again here, especially in Yaoundé. Of course, we are always together in Douala, but it's interesting, of course, to be here with you. Voilà, il faut dire que je vous ai littéralement sorti de la salle, hein, parce qu'il fallait honorer ce rendez-vous, Dr. Nick. Yes, I understand, because what's at stake is so high now, and then you really wanted someone to come here, especially of surtout quelqu'un English speaking. Yes, because of course you would have had francophone guests, but you absolutely wanted someone who could speak in English, so that you show that you are fair in what you do. Ok, Dr. Nick, je commence avec vous. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un sentiment de satisfaction? On a vu, l'anglais a prédominé aujourd'hui. Est-ce que c'est un début de satisfaction pour les anglophones? Yes, something, I mean, something is happening in the nation, but usually what goes wrong is we think that something is happening, then as the cameras turn down, then we go back to our old habits. Otherwise, you know, there are signs that things are not as usual again. I mean, I could feel that because of the prominence of the use of English and the way people are expressing themselves. And I could see that a lot of people have picked up the courage to say what they want to say. There are still, of course, the old undercurrents. Those things don't usually go away. You know what I mean? But you could also feel that there is this freedom of expression that is coming up, at least for those who have had the opportunity to speak, and it's very exciting. And of course, you were mentioning Yannick. Yannick Kawa. He is. On va parler de lui dans un instant. Voilà pourquoi j'ai commencé mon propos introductif par lui, Yannick Kawa. Voilà. David Eboutou. Ah, on va permettre à David de se mettre beau. Ça va, David? C'est bon, c'est bon. David, justement, cette journée, vous qui avez, entre autres, ils sont nombreux de ce côté-là, Cédric Noufélé, Jonathan Babila, Gizogo également était de ce côté. Toute la grosse armada conduite par Emmanuel Wapi et tous les techniciens Emmanuel Job, Imele et les autres, j'en oublie, mais tout Equinox a mobilisé des gros moyens pour cette sortie. Vous, qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui au Palais des Congrès? Alors, je suis d'accord. L'attitude des Camerounais d'abord, les participants. Je commencerai par le bout du Dr Nick, tout à l'heure, qui disait qu'il y a quelque chose qui se joue en ce moment au Palais des Congrès.
où se tient le dialogue national, le grand dialogue national. Parce qu'à l'heure où je vous parle, je commence par la fin, à l'heure où je vous parle, il y a de violentes discussions qui sont violentes, je dis bien, je pèse mes mots, au niveau des commissions, parce qu'il y a eu une plénière, et c'est dans cette plénière-là qu'on doit désigner les bureaux et revoir les listes. Quand je parle de revoir les listes, il se passe que depuis quelques jours, il y a des listes qui circulent, des listes de personnes ou des acteurs de la société civile, de la société politique, du gouvernement, bref, des personnalités universitaires et autres, qui ont été désignés comme ça, on ne sait par quel moyen. Et ces listes-là, on a dû envoyer des invitations à des personnes qui elles-mêmes n'étaient pas du tout, n'attendaient pas ces invitations-là. Et parfois, ces personnes-là qui ont reçu certaines invitations étaient même contestées au sein de leur propre formation politique quand il s'agissait des hommes politiques. Je vous prendrai le cas d'un parti politique comme le SDF, qui est allé jusqu'à penser qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont désignés qui ne sont pas toujours celles des personnes qui auraient mieux représenté leur parti politique. Et donc, il y a donc beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui sont retrouvés en plénière du côté du palais de congrès et qui ont été étonnés d'être en face de certaines listes où soit il n'y avait pas leur nom, ou alors il y avait des noms fortement contestables. Il se passe donc que le Premier ministre a dû sortir un peu les secondes pour arbitrer tout ceci, parce que des voix commençaient déjà à s'élever tout à l'heure, il y a quelques minutes, et a décidé qu'on revoie de fond en comble la constitution de ces listes-là, de manière à les dispatcher maintenant au sein des 8 commissions. Donc c'est le débat qui est en cours à l'heure où je David Boutou, juste un instant, il y a le cas Cyril Sambaka. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe avec Cyril Sambaka? Alors j'étais avec le vice-président de l'UDC ce matin, Cyril Sambaka, et je crois qu'il nous regarde, il m'écoute, et il me confiait à l'entrée du palais de congrès qu'on lui avait dit, qu'on lui aurait dit par téléphone qu'il serait l'un des membres d'une des commissions, mais qu'il ne savait pas encore laquelle. Et donc nous montions ensemble, nous avons dû laisser nos véhicules un peu plus loin parce que n'ayant pas de laisser-passer, ayant juste des cartons d'invitation, il se passe donc qu'il m'a expliqué qu'il ne comprenait pas par quel procédé il y a eu ces désignations, ou alors ces nominations-là, des noms qui se sont retrouvés dans ces listes-là, qui sont appelés à discuter quand même du devenir et de l'avenir des Camerounais. Mais il semblait se complaire, c'est ce que j'ai cru voir en lui, du fait que, effectivement, qu'on lui ait quand même dit qu'il y avait son nom. Et d'ailleurs, quand on s'est retrouvé à l'intérieur depuis le discours du Premier ministre et les autres, il se passe qu'on était dans la salle et il attendait simplement le moment de la plénière pour effectivement valider cela. Mais par surprise, il se passe que quelques temps après, donc au moment où on a appelé les invités à aller au buffet, nous étions là vers midi après le discours du Premier ministre et le petit break qui s'en est suivi. Il se passe que des remous ont commencé à jaillir et c'est là où on m'a dit que Cyril Sambaka, en réalité, n'a plus retrouvé son nom. Et je crois que c'est d'ailleurs l'un des ventres mous aujourd'hui qui constitue le grand débat avant même la formation des bureaux. Cyril Sambaka, c'est quoi? C'est pour le compte de l'UDC ou bien c'est pour le compte du littoral? Pour le compte de l'UDC, je pense, parce que le matin, il me confiait, Cyril Sambaka, que l'invitation avait été envoyée à son leader, le docteur Adamou Ndamjoya, mais c'est parce que celui-là n'est pas là. Oui. J'ai plutôt vu à la grande cérémonie d'ouverture ce matin son épouse, qui est, je crois, députée, voilà, Thomas Hénon, qui était là. Et donc, je ne sais pas, je ne peux pas vous confirmer si elle se trouve en ce moment au niveau des commissions, au niveau des débats en plénière. Maintenant, pour répondre directement à votre question, j'ai vu beaucoup de choses depuis ce matin. D'abord, au niveau de l'organisation, il me semble qu'il y a eu beaucoup de ratés, beaucoup de quoi qu'à ce niveau-là. Quand on arrive à l'entrée du palais de congrès où se tient le grand dialogue national, on remarque quelque chose qui est frappant, c'est que vous trouvez au moins une centaine d'handicapés moteurs qui sont là sur leur machine, qui dansent, qui ont des plaques, qui crient et autres. Et si vous faites des tours, c'est-à-dire vous entrez parce que vous avez votre invitation, vous entrez, vous revenez, vous les trouvez là. Il y a eu des intempéries, c'est-à-dire qu'il y a une forte pluie qui est tombée aujourd'hui, qui s'est abattue aujourd'hui du côté du palais du congrès. Et ces gens étaient là, on n'a pas permis qu'ils entrent. Et je me suis approché de l'un de leurs leaders là, qui m'a dit, écoutez, monsieur Boutou, on nous a parlé de dialogue national et nous estimons que nous avons notre mot à dire dans ce dialogue. Donc c'est la perception qu'ils ont eue et donc ils sont venus, ils ne savaient pas qu'il y avait des préalables en termes d'invitation, des billets, etc. Et ils étaient là, cela m'a un peu choqué. Maintenant, à côté, il se passe... Est-ce que le Premier ministre Diongo était courant de cette situation? On connaît sa promptitude à réagir.
J'espère qu'il sera au courant, Oui. au moins par ce message que je lui envoie de façon indirecte. Oui. Maintenant, une fois à l'intérieur, j'ai vu également des choses assez impressionnantes. J'ai pris du temps avant de rentrer dans la salle où devait se tenir le discours d'ouverture du dialogue national. J'ai vu des choses assez impressionnantes. J'ai fait exprès de rester au niveau du grand hall où arrivaient toutes les autorités que vous pouvez imaginer. Et j'ai vu des images assez intéressantes, c'est-à-dire des personnalités politiques qui n'existent plus depuis. Quand je dis qu'ils n'existaient plus depuis, c'est-à-dire qu'ils ont oublié que leur champ d'action, ils ont choisi de faire de la politique, et ils nous ont un peu fait rêver à l'époque avec le discours etc. Et donc toutes ces personnalités-là sont sorties de leur tombeau aujourd'hui et se sont parées de leur plus belle parure. Et donc je les voyais arriver avec des belles tenues comme la tienne. Ils arrivaient, se faisaient... Mais c'est le dialogue national, non? Oui, bien entendu, mais ce qui m'intriguait, c'est-à-dire il y a une question qui revenait pendant qu'ils venaient juste devant moi, ces gens-là. Je me disais, mais en aucun jour j'ai vu ces visages sur un plateau de télé défendre une position, sur comment dire, une quelconque agora, sur un quelconque espace, défendre leurs droits, dire leur position par rapport à la crise qui frappe notre pays. Et du coup, ils sortent du bois, ils arrivent là, parés de leur plus belle parure, ils arrivent et très bien mis, et ils prenaient des photos avec tout le monde, allaient vers des journalistes. Votre confrère, votre collègue, Noufélé, en était très sollicité aujourd'hui. Ils allaient lui demander de faire des interviews sur le champ. C'était presque comme une... Il en est posé d'ailleurs. Je voyais bien Sédic Noufélé très gêné. C'est-à-dire que ces gens allaient tout droit vers lui. Ah, monsieur Sédic, vous avez votre caméra, je voudrais faire une déclaration. Alors, je voyais par là des espèces d'imposteurs, qui arrivent là. Non, David, c'est un mot français qui veut dire des gens qui se font passer pour ceux qui ne sont pas. Oui, on est d'accord. Mais c'est le dialogue national, Oui, David. Quand même, vous avez admis que les personnes handicapées moteurs doivent se faire. Je vous le concède. Voilà. Maintenant, on est conclure déjà le dialogue. Je passe donc cette fenêtre-là et on s'est retrouvé dans la salle. Mais avant d'entrer proprement dans la salle, il se passe qu'il y a quand même un fort déploiement très impressionnant de l'appareil répressif. C'est-à-dire qu'à chaque centimètre, on rencontre la police, la gendarmerie, les militaires qui sont partout, qui marchent en groupe et tout. J'en ai fini par croire, par me persuader que peut-être même parmi les civils que je ne reconnaissais pas, c'était toujours des hommes en tenue, maquillés. Maintenant, dans la salle, il se passe effectivement qu'il y a eu des moments qui nous auront amenés, nous, observateurs assis dans la salle, à se poser un certain nombre de questions. Par exemple, à un moment, on a demandé, on a annoncé l'hymne national, et on a fait venir des jeunes, une trentaine, quarantaine, cinquantaine par là, qui devaient exécuter l'hymne national, qui étaient parés de tricots vert ou jaune. Et juste avant le déploiement sur scène, l'impressionnant Rio a dû annoncer que ce sont les ex-combattants qui ont décidé d'abandonner les armes pour rejoindre la République. Et j'ai regardé cela, j'ai observé et je me suis dit, ok, tant mieux, mais on aura plus de temps d'investiguer, d'aller plus de fond en comble pour comprendre ce qu'il en est dans le fond. Pourquoi cette pièce-là? Parce que il y a des interrogations qui fusent de partout. Par la suite, je pourrais y revenir. Aristide Mono, vous avez regardé cette cérémonie à la télévision, je présume. Vous n'étiez pas dans la salle. Pour vous pensez que quelque chose est en train de se dessiner? Je pense qu'il est déjà important de repositionner l'événement dans les différents types de rites républicains ou alors de la dramaturgie républicaine. Parce qu'au-delà des attentes pratiques, des attentes concrètes, il faut rappeler qu'on doit associer aux discussions sur des thématiques concrètes tout ce symbolisme-là. Vous allez me poser la question de savoir quoi le symbolisme peut impacter en fait un événement. Vous savez, on a affaire d'abord aux hommes politiques, on a affaire aux humains. Ça veut dire qu'ils ont des affects, ils ont des émotions. Il faut maintenant créer une certaine émotion nationale. Et je pense que le simple fait d'avoir sur la salle, sur le même panel autant pour moi, des courants divergents, des forces dissidentes et des forces dominantes, c'est-à-dire l'opposition et le parti au pouvoir, des membres du parti au pouvoir, dans une même salle, marque déjà un accord de principe sur la prédisposition des différents acteurs à réfléchir ensemble sur le devenir du Cameroun, donc sur le solutionnement de la crise anglophone. Donc du point de vue symbolique, je pense que cela a été
un grand coup. Vous avez vu comment est-ce qu'on a mobilisé les ingrédients nécessaires. Il y a la prière écuménique qui a été dite. Il y a également ces ex-combattants qui sont arrivés pour porter des témoignages forts et créer de l'émotion. Il y a la jeune dame qui est arrivée. Donc il y a demandé pardon. Il y a un bon nombre. Oui, donc je pense que aujourd'hui c'était le côté purement symbolique, c'était le côté événementiel, c'était le côté dramaturgique de la chose. Maintenant, certains observateurs un peu plus distants peuvent émettre quand même certaines réserves lorsqu'on sait bel et bien que la finalité d'un dialogue, c'est permettre aux uns et aux autres de pouvoir se libérer, de pouvoir jeter comme ça en public tout ce qu'ils pensent de mal réciproquement. Donc, dans cette salle, je pense qu'on devrait avoir normalement les principaux adversaires politiques camerounais, que ce soit des hommes politiques qui opèrent dans le champ conventionnel, c'est-à-dire des leaders de partis politiques, que ce soit ceux qui opèrent dans le champ non conventionnel, comme les leaders de l'Ambazonie, dans cette république fictive. Donc on devait normalement avoir, dans la salle, pour être un peu plus concret, on devrait avoir le président de la République, qui a pour principal challenger actuellement, M. Maurice Kamto, du point de vue de la politique conventionnelle, et qui a pour challenger dans la politique non conventionnelle, c'est-à-dire l'expression armée des positions politiques, M. Ayouk Tabé. Donc si on avait eu dans cette salle... Donc vous dites que pour aujourd'hui, on devait avoir Paul Biya, Maurice Kamto et Sisikou Ayouk Tabé. Parce qu'en fait, ce sont des principaux challengers de l'heure. Oui. Ce sont des principaux. Seulement, il faut que nous soyons également modérés. Il ne faut pas créer toute une perception essentialiste de M. Ayouk Tabé ou alors du président Biya. Je pense que cela aurait tout simplement apporté une plus-value à l'aspect symbolique qui a été mis sur pied aujourd'hui, que nous saluons, parce qu'il faut rappeler que tous les Camerounais ont demandé le dialogue. Maintenant, des inquiétudes viennent donc de ce qui a été dit tout à l'heure par David Eboutou, qui revenait sur un bon nombre d'écarts observés du côté du palais de congrès. Il faut mettre ces écarts à l'actif en fait de la précipitation dans l'organisation de ce dialogue. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi certains acteurs de... Précipitation, vous trouvez que 3 semaines, c'était insuffisant? Je pense qu'on n'a pas eu assez de temps pour mieux ficeler le projet. Donc on est allé un peu rapidement. Peut-être on dira qu'il y avait une terrible urgence de faire ramener la paix dans les régions dites anglophones, mais je pense que c'est un peu aller plus vite. Et il faut donc mettre tous ces écarts à l'actif en fait de cette précipitation. Cela n'exclut pas également la rationalité politicienne qui peut animer des organisateurs. Parce que lorsque vous vous retrouvez par exemple avec monsieur Anissé Kane, qui n'a pas d'élus locaux, mais qui a quand même assez de représentants dans des commissions par rapport aux partis politiques qui ont des élus locaux. Ça signifie qu'à un moment donné, on a cette nette impression qu'on a privilégié les partis alliés. Je ne sais pas quelle est vraiment la finalité, étant donné que le dialogue n'est pas délibératif, il n'y aura pas une séance de vote, il n'y aura pas une clause contraignante qui sera arrêtée, parce que toutes les conclusions seront remises au président de la République. Oui. Donc ces conclusions seront soumises à son appréciation souveraine. Donc je pense que ce qu'on devrait normalement faire, pour essayer de se rattraper, parce qu'il faut rappeler que jusqu'ici, on a relevé un bon nombre d'écarts. Pour se rattraper, je pense qu'on devait permettre à toutes les catégories de pouvoir s'exprimer librement, quitte à ce que le président de la République, en dernier ressort, de façon souveraine, arbitrale et impériale, puisse donc décider de ce qui peut être implémenté. Donc, je pense que l'observation que moi, petit citoyen, peut faire aujourd'hui, c'est que le rituel a été réussi, mais il aurait été encore plus réussi si le président de la République et ses principaux challengers conventionnels et non conventionnels venaient comme ça dans la salle. Et également, il fallait permettre aux uns et aux autres de pouvoir s'exprimer, parce qu'il faut rappeler que, au-delà de ce que venait de relever David, on ne permet pas aux uns et aux autres de s'exprimer de façon libre. De façon libre, c'est-à-dire il y a un canevas qui a été classé, un canevas conservateur d'ailleurs, qui a été classé par le président de la République et que le Premier ministre compte surveiller de façon stricte.
c'est-à-dire les différents thèmes qui ont été fixés, arrêtés par le président de la République. Le Premier ministre fait tout et pour tout à travers, en fait, ses collaborateurs, de museler et d'orienter le débat vers l'idéal qui a été fixé par le chef de l'État. Or, je pense que cette manière de faire pourra corrompre les assises. Il faut être un peu plus digeste dans la chose, plus conciliant, plus consensuel, parce qu'en fin de compte, l'ultime chose que nous voulons et que le dialogue devrait rechercher, c'est la paix au Cameroun. Ok. Dr Nick, Aristide Monod parlait c'est-à-dire l'aspect, on ne laisse pas les gens s'exprimer, on a vu le petit Yannick Kawa, il s'est exprimé dans ce qu'on a préparé, on suppose, hein. Il a lu un discours, mais à un moment, il est sorti en lui-même pour dire ce qu'il avait dans les tripes. Yannick Kawa. Yes, that was very, very interesting and very exciting. Because when Yannick started to read the paper, you know, the room was the hall rather, was very silent. And everybody gave him their undivided attention. He was the vedette at the time. And he started to read his paper, and if you can read body language very well, he was a little bit emotional, and you know, he was stumbling over some of the words. And the interesting thing is, when he finished what was supposed to have been, what we interpreted later on as a written document for him, you know, you could tell that he did not write the document, but that it was a script he was given to read. So when he finished with that, he kind of like just pushed it away, and then just started to talk. He just talked to the people, you know, just talk naturally as he would talk. If you have watched some of his videos on social media when he's talking to people, that was his style, and he just talked and he dwelled on some of the themes. He said, "Yes, we're sorry," but he went further. Why did we do what we did? And he explained and explained and explained, and he kept talking. And he really dug deep into the issues, and everybody was so happy, and everybody clapped for him, because he went beyond the paper and just spoke out his spirit. Everybody could tell the genuineness in what he was saying. And his ratings just went up and up and up and up. He's a great guy. And what happened again, while he was talking, we could see that there was some protocol people who were trying to stop him. And he acted really like a military man. This is what he did. He didn't look at them. He just did that. He said, like, "I'm the boss now. You listen to me." You know, il tenait le Cameroun tout entier en ce moment. Yes, he was not afraid of power, because he himself, he's created his own kind of power, and he says, "Now look, I must say exactly what hurts us," and we respect him for that, because listen, we were coming to the dialogue. Yes, the time was running out. Yes, everybody could tell that probably the protocol was doing that because the time was running out, and we're actually late for lunch and some other issues. But in reality, that dialogue was about them. It was about that was the core of the thing. And now when you're talking to somebody who is at the center of issues, and he is beginning to delve into something that is core to our being there, then you want him to stop. You know, the whole hall rose up in support of Yannick. And when he asked that man to stop, we had a lot of respect for him. And that is what we expect every good citizen to do. You stand up for your rights, you say what you think is right, and you put your foot down. And you know, if the country has been going down, it's because you have a lot of people who don't put their foot down. Even when they have convictions, you know, they are more concerned about their belly. But you are talking about people who went fighting. These are boys who have killed, have maimed others, and their friends too have been killed, and they are suffering from post-traumatic disorders and so on. So they have seen blood, and they say, "Okay, let me put down my gun and go back to some rational this thing and explain myself and hope that someone would understand." And he is trying to do that, and you are stopping him. That's the biggest of mistakes. And you know, by talking like that, and of course his friends and many other people will be watching him, and many other youths will be watching him,
he transmits the energy to them, and then he kind of like pulls them to his cause. All right, and then now he is in a position to talk to more youths now, and they would listen to him because he demonstrated that he is a leader. That's what he demonstrated, and he went beyond that to talk to the government and to show how the government has neglected youth. You've listened to me before, you know, like when I was talking about the 5 dialogues we have to have in the country. You remember I mentioned the youth, and he dwelt a lot on that, and to show that because the youths have been neglected, and they didn't have opportunities, and opportunities went to some other people who are privileged in one way or the other. That was very, very irritating. And therefore, he was able to put the cards on the table so that everyone can understand how youth feel. Though he was speaking about, yes, he dwelled mostly on Anglophone youth, but if you come out of that, most youth in the country are suffering the same effect. And you know, it's time for me now to just say parlé des concours, yes, the concours, beaucoup plus de francophones. Yes. Il a vraiment mis le doigt dans la plaie. Yes, he put that one there. Les sociétés qui sont basées dans take for instance, qui ont pour manager des francophones. There is something in the country. We've talked about Anglophone problems before, and let me just revise a few notes here. You know, the whole country is sick. Watch my lips. The whole country is sick, very sick. And this illness is bothering everybody. It doesn't matter whether, because even what we are saying, you know that there are some petty children who don't have any parapluie goddess. They're just as bad as you and me. So every child is sick. Everybody is sick. The whole nation is sick. But we want to put in place a system where the child of an orphan and a widow can survive. Are you getting what I'm saying? Create favorable conditions where everybody can grow. And I think that's what Yannick was saying. Create a system where everybody can have something. You must not be part of a particular tribe or an area or something to benefit from what should go to everybody. And he painted the picture very well. And that now brings me to say that, you know, I have looked at this thing before, and I'm glad that there's a commission for education. You remember I sent you a document about the Foundation for Change of Education in our country. That nails the thing. We need to change our educational system in Cameroon. Le système éducatif. Yes, we have to change it. And that's what China did. You know, China has so many universities. They changed almost about 75% of their university. People went to the university and studied subject history, blah, 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 and they realized that was another thing. They changed about 75 of them to polytechnics, you know, where people learn technology. And that's what we need to change in Cameroon. And do that. We need to pay attention to the youth. We need to solve the problems of the nation. We need to listen to everybody. It's very important. Congratulations, Yannick. Congratulations, Yannick, comme dit Dr. Nick. Mais pour vous, Yannick Boutou, vous émettez des doutes. Oui. Et David Boutou. David, vous avez suivi attentivement. Vous avez suivi. Vous avez suivi attentivement Yannick Kawa ce matin. Est-ce que vous pensez que c'était de la comédie? Alors, j'ai suivi ce jeune homme avec une extrême attention, surtout qu'il était à quelques mètres de moi, nous étions devant, avec Guy Zego, j'étais assis là. Donc je l'ai observé discourir et il a raison de souligner qu'on a eu l'impression qu'il s'est lâché au moment où il a décidé de mettre de côté les papiers qu'il avait. Donc on a eu l'impression qu'effectivement, on lui a dicté ce qu'il aurait pu dire, ce qu'il a lu d'abord, et par la suite il s'est dit, mais comme par un sursaut, il s'est dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai lu ça, je ne ressens pas, il n'y a pas de mon esprit à l'intérieur, et à un moment il s'est lâché et il s'est mis à improviser, il a dit les choses, et c'est à ce moment-là effectivement qu'il y a eu des claps d'applaudissements dans la salle. C'est-à-dire que les problèmes qu'il soulevait sont effectivement des problèmes qu'on a retrouvés au début ou au prologue de cette crise anglophone. J'ai eu la douleur de partager pendant mon exil carcéral les moments assez proches avec l'un des membres du consortium, le docteur Fontaine-Neba. Et il me souvient que comme je ne le connaissais pas avant, on est devenus très proches pendant son exil carcéral lui aussi, dans cette rencontre d'infortune. Il se passe que je voulais comprendre leur rôle, le rôle du consortium pendant les discussions, pendant ce qui les avait amenés à s'engager politiquement dans cette histoire de la crise anglophone. Et donc, le docteur Fontaine-Neba, qui nous regarde certainement depuis les États-Unis, je le salue, a pris de son temps pour m'expliquer de fond en comble ce qui n'allait pas, ce qu'il avait appelé alors à l'époque la frustration anglophone. Et je me rappelle qu'il était parti des petits exemples simples.
Donc il a pris des exemples de la CDC, Sonara. Il a pris des petits exemples vraiment qui à un moment m'ont amené moi également à faire une introspection à moi en me disant, ok, si c'était dans mon Ambam natal là-bas chez les Ntoumou, d'où je viens, est-ce que je me serais senti mieux si on venait comme ça par des faits naturels qui sont chez moi, m'imposer des étrangers et que je ne ressente pas toujours la plus-value en termes d'impact dans ma société directe? Est-ce que je serais fier de voir cela? Et j'ai commencé à lui donner raison. Donc, de façon analogique, il me semble que dans la deuxième partie du discours de Yannick Kawa, il a essayé de porter ses frustrations qui habitent en chaque anglophone, qui a espéré aussi bénéficier des fruits de la croissance du côté du nord-ouest et du sud-ouest, de par ce qu'ils ont là-bas comme richesse et dont ils ont souvent vu être spoliés par l'élite comprador Sisa Yaoundé. Et c'est cela qu'il a dénoncé avec véhémence quand vous avez vu quelqu'un parler de sémiotique tout à l'heure. La force, la vigueur qu'il y mettait, c'est vraiment l'esprit, c'est la passion, c'est le cœur qui parlait. Et dès là, je me suis dit, ok, quoi qu'on dira, faux ou vrai combattant, s'il y a un anglophone qui parle, et là il porte les combats des siens. Il porte justement la voix des siens. Et à ce moment-là, j'ai aimé cette partie du discours. Donc, oui, il me semble que cette partie, effectivement, a touché chacune des personnes qui étaient dans la salle. Et c'est pour cela que vous avez vu des éclats de voix pour ceux qui ont regardé la télévision. Mais maintenant, quelqu'un disait tantôt que... David, pour continuer sur la même lancée, après Yannick, je ne sais pas comment il s'appelle, la dame que le Premier ministre John Gouté a fait intervenir avant son discours. Son attitude, celle qui a demandé, la jeune dame, celle qui a demandé pardon. Oui, je crois que son discours est également à mettre sur la même lancée. Ce discours était émotif. J'ai vu et c'est l'occasion de taire cette polémique-là. J'ai vu une polémique sur les réseaux sociaux en venant ici où on essaie de comparer cette image-là, l'image de cette dame-là, à la dame qui est dont on dit qu'une dame aurait été enterrée du côté du nord-ouest il y a quelque temps. Moi, j'ai vu cette dame, la dame qui était au palais de congrès. Elle est passée à 2 mètres de moi, j'étais avec Isogo. Je l'ai regardée et l'image que j'ai sur mon téléphone, c'est pas la même image. C'est pas la même image. Parce que je le dis de par mon devoir de sérieux, parce que je pense que, oui, ce moment que nous vivons au palais de congrès est un moment extrêmement important pour notre pays. L'histoire s'est faite. Vous savez, aujourd'hui, quand vous avez suivi des acteurs politiques divers passer sur des plateaux de télé et autres, tous vous rappellent l'événement inédit de 91, la tripartite. Et pour ceux qui n'ont pas fait partie de la tripartite, aujourd'hui, suivent ces moments-là comme avec beaucoup de nostalgie. Et ils se disent, ah, j'aurais pu être là. Donc, il faut aller là où l'histoire se fait. Moi, c'est ma raison d'être là-bas aujourd'hui, parce que je veux comprendre un certain nombre de choses. Et donc, j'ai vu cette dame-là, je ne sais pas d'où elle vient. J'ai vu le Premier ministre, l'étreindre dans ses bras, ce qui a suscité d'ailleurs l'applaudissement non seulement de toute la salle, mais surtout, j'étais assis derrière les ambassadeurs, les corps diplomatiques, et qui ont applaudi également, parce que justement le discours semblait être émotif, émouvant. C'était en plus une femme qui parlait, quand on connaît un peu... Mais David, dites-moi, on veut comprendre, d'où vient cette polémique? Depuis ce matin, on dit que ce ne sont pas des vrais ex-combattants. D'où vient cette polémique? Sincèrement, je pense que cette polémique n'a pas lieu d'être en ce moment. En ce moment, parce que cela risque de noyauter ce qui va se faire, et c'est des acteurs aujourd'hui qui sont décidés à modifier le cours des choses, bien que ces choses pourraient être arrêtées. Déjà, comme on essaie de spéculer... moi, par exemple, en écoutant le Premier ministre, j'ai été déçu à un moment de l'entendre dire que les débats ne sortiront pas du cadre des 8 thématiques arrêtées. Moi, je l'ai soufflé à ceux qui étaient à côté de moi, j'ai dit, bon, moi je suis déçu là. C'est-à-dire que sur les 8 commissions, pour ceux qui ont suivi de près le problème anglophone depuis 3 ans, qui l'ont observé, il me semble qu'il y a un problème sur la forme de l'État qui revient. Et on aurait donc dû, à mon avis, dire que la commission 4, ou alors créer une autre commission qui parle de la forme de l'État, ou alors débat sur la forme de l'État, et même peut-être créer une commission spécifique sur les problèmes anglophones, de la crise anglophone. Parce que, finalement, toutes ces thématiques-là qui jouent sur les différentes commissions, on a l'impression que les anglophones qui nous écrivent, qui écoutent ça à distance, qui regardent cette histoire à distance, semblent ne pas trop s'y reconnaître. Et en cela, je pense que les organisateurs de cet événement auraient pu rectifier le tir. Peut-être
le Premier ministre, ça c'est une suggestion qui est passée, on peut toujours se rattraper lors des débats au niveau des commissions, laisser libre cours au débat en profondeur au niveau des différentes commissions, de manière à laisser le poids des arguments des uns et des autres prévaloir. Si effectivement les fédéralistes en sortent vainqueurs au niveau des différentes commissions, notamment de la commission 4 qui a été baptisée décentralisation et développement local, qu'on laisse effectivement prédominer cette tendance-là et voir si effectivement le chef de l'État pourrait décider qu'on aille dans un référendum pour effectivement modifier la constitution et voir si c'est cette forme d'État qu'on va maintenant instituer ou pas. Et si c'est les décentralistes, justement, aujourd'hui qui vont réussir leur coup en disant effectivement on y va. Donc, il ne m'a pas semblé nécessaire d'insister sur le fait que les débats vont rester cloisonnés autour de ces 8 thématiques. Je pense que c'est un couac, mais c'est un vœu, cette fois-là, qui peut être rattrapé lors des débats à l'interne. C'est pour cela que... Pouvait-il en être autrement? Parce que là, le Premier ministre reprend le canevas qui avait été dressé dans le discours du 10 septembre par le président de la République. C'est peut-être un vœu pieux, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que il ne nous donne pas malheureusement beaucoup d'arguments pour croire au fait que ce vœu pieux pourrait se réaliser. Simplement parce qu'il y a un autre argument, l'argument sur celui que j'évoquais tantôt en prologue, à savoir sur le choix des acteurs qui vont directement discuter du devenir, de notre avenir dans ces commissions-là. Nous avons reçu comme ça au pif des noms au niveau des représentants du centre qui devraient être dispatchés dans les différentes commissions. Beaucoup sont surpris de retrouver des gens qui étaient portés disparus. Je me réserve le droit de ne pas donner la liste ici pour ne pas susciter la polémique. Mais quand on a lu, si on vous donne cette liste-là, maintenant, vous resterez bouche bée. C'est-à-dire que vous n'y comprenez rien du tout, vous ne comprendrez rien du tout. J'ai cette liste, justement. J'ai cette liste. Voilà. Et ça fait donc que on se pose des questions. Est-ce que ces acteurs auront le courage, voire la témérité nécessaire de bousculer les lignes, de jouer les iconoclastes pour susciter les débats, imposer leur ligne de conduite de façon à dire au Premier ministre et aux co-modérateurs, j'imagine, qui seront choisis, qui seront désignés, et même aux différents bureaux qui seront élus de ce côté-là, que voici, monsieur, voici ce qu'on pense. J'ai discuté en off un peu avec quelques membres du SDF qui m'ont dit ça ne se passera pas comme ça, monsieur Boutou. Attendez voir, quand nous on y va là, vous allez entendre. Et donc, oui, tout de suite après l'émission, moi je repars au palais de Congrès pour leur demander est-ce que ça s'est passé comme vous m'avez promis. Ok. Aristide Mono, justement, on a suivi après cette cérémonie, cette séance d'ouverture au micro d'Equinox Télévision, Cédric Noufelin, on a suivi Barista Bobala et même Joshua aussi du SDF. Pour eux, la crise anglophone, pour être résolue, ça passe par le fédéralisme. Je pense qu'il est important de rappeler ici que le débat autour de la forme de l'État va au-delà des positions ou des querelles politiciennes. Généralement, c'est pour redéfinir la forme la plus appropriée pour permettre aux différentes couches d'avoir accès aux ressources de l'État. Donc c'est une question purement économique. Comment faire pour permettre aux populations de pouvoir jouir des fruits de la croissance. En 91, après la percée des forces centrifuges, c'est-à-dire ceux qui étaient contre l'État unitaire, on a décidé de trouver un bon milieu, le juste milieu, c'est-à-dire l'État unitaire décentralisé, avec donc cet espoir que la décentralisation allait permettre aux populations, aux masses reculées d'avoir accès à la ressource de l'État. 22 ans après, on se rend compte que 23 ans après, après 96, on se rend compte que le processus va à pas d'escargot. Entre-temps, il n'y a pas de moyens pour mettre des moyens adéquats pour mettre la pression sur le gouvernement afin d'accélérer le processus. On se dit, la décentralisation offre des marges de manipulation, offre des marges de laxisme. Nous préférons aller au fédéralisme, parce qu'avec le fédéralisme, il n'y a pas un demi-fédéralisme. Donc je pense que le débat autour de la forme de l'État pose donc cette question. C'est inévitable pour vous, incontournable, lors de ce grand dialogue national? Je pense que, comme le disait David tout à l'heure, il faut permettre aux uns aux autres de se libérer à fond, de se libérer et de voir quelles sont les tendances les plus fortes. C'est un peu ça le débat autour du fédéralisme. Et je pense que
la commission décentralisation est la commission la plus idoine. Cette commission donne assez de latitude aux forces porteuses du fédéralisme d'insérer en fait ce sujet dans l'agenda qui a été déjà arrêté par le chef de l'État. Donc sur ce point, je pense que ça dépendra de la capacité des acteurs à pouvoir s'influencer lors de ce dialogue. Parce que le palais des congrès, pendant ces 5 jours, sera le lieu d'expression des rapports de force entre les différentes forces politiques. Les forces qui auront l'ascendance pourront influencer ou imposer leurs conclusions. Donc il revient aux forces alternatives qui portent ce projet de pouvoir mobiliser toutes les ressources nécessaires pour influencer leur vis-à-vis. Avec votre permission, je vais revenir sur la prestation du général Kawa. Je pense, général Lex. Okay. Non, on l'appelle Yannick Kawa. Lex. Donc, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure en parlant de la mise en scène, de la théâtralisation qui est importante. Ce qu'il a dit n'était pas nouveau. Tout ce qu'il a dit n'était pas nouveau. Le gouvernement le maîtrise. Les citoyens attentifs le maîtrisent. Il n'a rien dit de nouveau. Seulement, c'est l'agora, la scène qui a été choisie, qui est plus importante, déterminante et qui apparaît aujourd'hui comme l'élément nouveau. C'est-à-dire, il choisit la rencontre, l'assise avec ce qu'il peut qualifier de bourreaux, ces bourreaux, donc c'est-à-dire les gouvernants de la République, entre guillemets. Il préfère donc balancer la vérité à ces bourreaux de manière publique avec des observateurs. Et je pense que c'est la plus-value, en fait, de cette exposition des différents griefs portés par ceux qui créent la marginalisation des anglophones. Il y a également un autre élément nouveau. C'est que le programme DDR, la commission, le programme qui a été mis sur pied par le gouvernement, aujourd'hui, on s'est rendu compte que cela n'a pas été suivi des faits sur le terrain, parce qu'il a parlé de l'abandon en revenant par exemple sur son cas, en estimant que tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a promis, cela n'a pas été réalisé. Je pense que cette vérité en face constitue la plus-value de cette sortie. Il y a une autre chose qui attire mon attention, c'est le fait que, à un moment donné, les différents acteurs qui étaient dans la salle, qui écoutaient religieusement Kawa Yannick, se sont rendus compte, effectivement, je parle de ceux de la tendance anglophone, se sont rendus compte que c'était le moment idoine pour ce petit de porter ce coup, parce que ça a été un coup politique. Je ne sais pas si ça a été prémédité, mais je pense que c'est un coup politique. C'était quoi, l'estocade? Il a porté l'estocade, Yannick? On peut le dire, mais je ne sais pas si ça a été prémédité. Mais il me semble que une certaine classe politique anglophone était totalement en extase. J'ai vu le chairman, Nick John Frondi, applaudir. C'est comme si ce que le jeune lisait avant ne rentrait pas en fait des schémas qui étaient attendus de la communauté anglophone. Donc, cela me permet de créer un petit lien entre les acteurs politiques et la cause qui est portée par les sécessionnistes armés. Il y a quand même une certaine connivence, même si cette connivence-là peut être positive et passive également, mais il y a quand même une certaine connivence. Et c'est pourquoi j'ai toujours eu à rappeler que le jour où la communauté anglophone aura la contrepartie de l'État du Cameroun, la guerre va s'arrêter malgré la ténacité ou alors malgré l'activisme des branches armées. On va se retrouver dans une situation comme celle de l'extrême nord. Vous savez que Boko Haram a vécu, a sévi dans l'extrême nord, a gagné les cœurs de certaines masses pendant des années. Pendant des années. C'est au moment où les uns et les autres se sont rendus compte que Boko Haram était en train de leur vendre une offre pas du tout agréable. Ils se sont rendus compte que l'État est désormais présent, parce que les gens avaient peur. Que l'État est désormais présent, c'est à ce moment que les uns et les autres se sont donc levés et ils ont pris eux-mêmes les armes pour combattre Boko Haram. Donc l'issue de ces dialogues dépend de la capacité de l'État à pouvoir offrir à la communauté anglophone des mesures populaires
des mesures populaires qui vont rencontrer l'assentiment de la plupart des acteurs porteurs de la crise anglophone. Je rappelle qu'il y a des acteurs passifs, il y a des acteurs actifs. Et on peut retrouver, même au sein du gouvernement, des acteurs passifs. C'est-à-dire ceux qui chantent en off, en fait, les gloires du combat, qui apprécient la démarche, même si les instruments ne sont pas vraiment appréciables, mais ils apprécient quand même la démarche, c'est-à-dire la pression sur le gouvernement pour redéfinir le contrat social dans ce qui peut être qualifié aujourd'hui comme le problème anglophone. Okay. Donc, la balle est dans le camp du gouvernement. Okay. Certains ont pensé à un moment donné que l'absence de Ayub Tabi, l'absence des leaders amazoniens pourra corrompre automatiquement ou forcément la bonne tenue de ces assises. Je pense que la balle est dans le camp du gouvernement. Il n'a qu'à prendre des mesures populaires. On a la question du fédéralisme et je vous rassure, faites un petit sondage, vous allez vous rendre compte que la majeure partie de ceux qui portent la crise anglophone aujourd'hui sont des fédéralistes. Il faut permettre à ces personnes de s'exprimer librement. Voilà, dans quelques minutes, nous allons rejoindre Douala. Une minute chacun, David et vous. Une minute, docteur, avant qu'on aille à Douala. Pour cette première journée. Oh, well, it looks exciting. It looks exciting, but I just hope that, you know, the government allows people to express themselves, like you were saying. Even if you will not do something about what they have said, but just let people talk and express themselves, it will be healing. It's very important that people get the impression that they have been listened to, because in the hall, you know, the chairman was trying to say something, and then, you know, I could hear people, Ça, c'était en plénière. Yes, people, you know, shouting him down, booing him down. And he said that's exactly what happened in the tripartite and so on, you know, and you can now understand why Anglophones were very skeptical that the hall should not be filled with Francophones, because when we Anglophones are talking about federalism, you know, Francophones have no notion of it. So to them, it's just like you're disturbing them. So when they're filled in the hall, they don't really get the weight of what you are saying, and they just boo and make a lot of noise. And if you are going to weigh who has won by the noise that is made, just because the Anglophone voice that was pushing federalism doesn't make as much noise as the Franco, doesn't mean that his position is wrong. Ok, David, rapidement. Juste pour dire à ceux qui sont en train de travailler en ce moment en commission, en plénière, du côté du palais de congrès, qu'ils sachent, parce qu'ils nous regardent, il y a des écrans là-bas, et qui nous c'est très suivi de ce côté, que le peuple a les yeux sur eux. Après ce dialogue, on prendra leur nom et on les lira sur les antennes, et si ça échoue, ce sera l'aide des honneurs et ils seront pourchassés par tout le monde dans les rues et tout. Et si effectivement il y a des solutions fortes qui sortent de là, ils seront célébrés. Donc ils ont été choisis, je ne sais pas quels moyens, mais ils sont quand même là-bas. Donc ils ont le devoir de travailler, de porter nos désirata, nos aspirations, et nous allons les surveiller de près. Et de temps en temps, on viendra leur donner quelques idées ici pour que dans leur commission, qu'ils essayent de travailler pour qu'il y ait une plus-value sortie de cette histoire-là qui pourrait contribuer à ramener la paix dans le nord-ouest. Et le sud-ouest. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinoxoir. On se retrouve après le journal pour Equinoxoir, deuxième partie. Le temps du débrief, toujours en compagnie de nos trois invités. En licence professionnelle, spécialité. Retour sur le plateau Equinoxoir, c'est la deuxième partie, la partie réservée, bien évidemment, au débrief du journal, toujours en compagnie de David Eboutou, Aristide Mono et le docteur Nick Ngwanyam. Docteur Nick Ngwanyam, on a suivi dans le journal de Nadine Yambou, ce décrochage avec Cédric Nouffelé depuis le Palais des Congrès. Ça bouge du côté du Palais des Congrès de Yaoundé. Le sultan roi de Bamoun veut que l'ordre du jour soit modifié. Yes, I think. Est-ce que vous êtes surpris pour ce qui est en train de se passer là? Ça vous surprend? Yes, a little bit, because, you know, I thought that he was, he was kind of like a caged in CPDM, but, you know, he has a free mind, and he expressed a lot of things, and he had a lot of people clap for him, you know, because he said things that people really wanted to hear, and that was great. And that contrasts a little bit with what Fon Mukete was saying. Fon Mukete mentioned a couple of things that were a little bit controversial, even contradicted himself in certain areas and so on. And you know, so when the Sultan Bombonjoya, you know, he spoke, he gave hope to people, and said the kind of things that people would have loved to hear. Ok. David Eboutou, oui, également, hein,
C'est un coup de pied dans la fourmilière, venant d'un dur. Un membre du bureau politique du RDPC, il demande l'alternance. Il dit que le véritable problème, c'est l'alternance au pouvoir. Il veut une limitation du mandat présidentiel, 2 fois 5 ans. J'ai commencé à le dire tout à l'heure. Je pense qu'il y a des choses intéressantes qu'on pourrait voir sortir de ce dialogue national. Il y a de fortes personnalités de ce côté-là. C'est pour cela que je n'ai pas été d'accord avec ceux qui ont opté pour la chaise vide. Je ne suis pas un partisan de la Est-ce qu'il se fait tard? chaise vide. Je crois qu'il s'est fait tard parce que là, tout a été enregistré et là, les choses sont parties. C'est-à-dire que c'est ce soir que la plénière a eu lieu et il y aura déjà le vote des bureaux, la mise sur pied des bureaux et puis les commissions seront réparties. Donc, il s'est fait tard pour ceux qui ont décidé de ne pas y être, de se rattraper. Donc, quand on retrouve aujourd'hui des gens comme M. Tambou-Boujoua faire des déclarations fortes comme celles que nous avons appris tout à l'heure, cela montre à quel point même dans le parti au pouvoir aujourd'hui, il y a des figures fortes et que dans ce parti-là, tout n'est pas agité. Le Fonds de Moukete, vous connaissez ses positions depuis le début de la crise anglophone. Dernièrement, ça sorti au Parlement. Au Parlement, vous avez vu ce qu'il a pu faire de ce côté-là. Donc, je dis, oui, il y a lieu d'espérer. Il y a lieu d'encourager ceux qui ont été désignés à se retrouver dans ces listes-là, de continuer à bousculer les lignes pour en sortir avec une petite, fut-elle infime, hein, une petite victoire, parce que dites-vous très bien qu'en face, le pouvoir ne peut pas, ne compte pas tout leur donner, mais ce sera déjà important d'engranger quelques victoires de ce côté-là, parce que c'est de l'ensemble des petites victoires que naît finalement une grosse victoire, surtout face à une machine comme le RDPC. Qu'on le veuille ou non, le RDPC est une véritable machine. C'est-à-dire que machine parce qu'ils ont l'appareil politico-institutionnel, l'appareil politico-répressif, l'appareil politico-institutionnel. Ils ont tous les appareils d'État aujourd'hui. Et donc, le fait déjà d'avoir institué ou d'avoir convoqué ce dialogue national est déjà en soi une victoire. Ça crée déjà un rapport de force, ça permet déjà aux différents acteurs de se retrouver autour d'une table. Et maintenant, au sein de ce dialogue national, que effectivement notre rapport de force s'est créé. Et aujourd'hui, on voit... Là, vous dites que les absents ont tort. Oui, moi je suis clair là-dessus. Les absents ont tort, c'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure que c'est de l'ensemble des petites victoires que naissent les grandes victoires. Vous savez, pour qui connaît un peu comment fonctionne ce régime, ce système est extrêmement dur. Extrêmement dur. Monsieur Biya ne fait pas des concessions n'importe comment. Pour ceux qui ont un peu examiné sa trajectoire depuis 82 jusqu'à nos jours, combien de concessions a-t-il fait? On a souvent dit de lui, pour ceux qui étudient l'Ambia, qu'il est le maître du temps. Il va à son rythme, il marche pas au rythme du peuple, il fonctionne selon son timing à lui. Et dites-vous très bien que le fait que 3 ans après, il en vienne à prononcer le mot dialogue, que tout le monde a recommandé, c'est-à-dire même les institutions amies, c'est-à-dire que l'Union africaine a recommandé le dialogue, l'Union européenne dialogue, les Nations unies dialogue, même les organisations souvent taxé d'hostile au Cameroun comme la célèbre organisation en charge de prévention des crises dans le monde, International Crisis Group, a fait des recommandations pour dire que ce n'est que par le dialogue que vous pouvez vous en sortir au Cameroun. Et que finalement, 3 ans après, le président de la République en vienne à sortir ce mot, sa bouche en disant, ok, allons-y au dialogue national. Je m'étais attendu à ce que tout le monde aille dans ce sens-là pour leur prendre au mot et voir ce qui pourrait en sortir comme autre concession, parce que convoquer le dialogue, c'est déjà une concession. Trouver d'autres concessions à l'intérieur de ce dialogue, c'est déjà une autre concession qu'on aurait pu avoir. Et malheureusement, je suis personnellement au regret de voir un parti comme le MRC. Le MRC qui a pourtant montré de très bonnes choses, qui aurait pu, par exemple, défendre la vision de son leader, qui a été quand même proclamé second à la dernière élection présidentielle. Surtout que, je ne coupe pas entre autres, M. Tambou-Boujoua demande la grâce présidentielle. Il a demandé, dans sa sortie dessus. Il a demandé, c'est des mesures fortes. Vous savez, de par mes convictions, j'ai toujours cru que si on voulait sincèrement résoudre la crise anglophone, on l'aurait résolu, ça ne nous prendrait pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que chaque Camerounais aujourd'hui sait parfaitement ce qu'il faut faire pour arrêter ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je dis bien chaque Camerounais. Et quand vous lisez en toile de fond, vous examinez un peu ce qui ressort des propositions de Ibrahim Bombodjoya, chaque Camerounais sincère s'y reconnaît. Qu'on le veuille ou non, il y a un sérieux problème d'alternance dans ce pays. Le fait que depuis des années, vous savez, moi, je n'ai connu qu'un seul président.
Paul Biya. C'est-à-dire, je ne connais pas d'autres. Moi, je n'ai pas vécu sous le régime Aïjo. Je ne connais que le président Biya. Et donc, ça crée une sorte de sclérose même dans ma tête. C'est-à-dire, quand je me lève le matin, le fait de savoir que c'est le même homme qui est là depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, ça me pose déjà un problème. Et donc, il y a une sorte de blocage naturel qui est là et qui ne me permet pas de me mouvoir au mieux. Et donc, l'alternance est là également pour essayer de faire bouger les lignes. Telle chose n'a pas marché. C'est un des principes de la démocratie, on l'apprend au secondaire. Voilà. Un des principes de la démocratie. L'alternance au pouvoir. Le BABA, la démocratie. Et donc, il me semble donc qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ce problème-là est l'un de nos problèmes aujourd'hui qui frustre nos frères de la partie anglophone aujourd'hui qui ne comprennent pas qu'un seul homme en vienne à confisquer. Et même quand on veut lui imposer, ou alors imposer à la gouvernance qui le maintient là pendant aussi longtemps, des mécanismes qui pourraient faciliter des approches alternatives, telles le fédéralisme, etc. On trouve toujours moyen à blocage. Ça fait donc que ça ancre davantage les égos, ça enlise les tensions politiques, ça crispe l'atmosphère et on se retrouve dans un cycle qui est difficile à en sortir. Il y a des mesures assez intéressantes là-dessus. Je me réjouis, pour sortir, je me réjouis que ces mesures-là sortent des figures fortes du parti au pouvoir, du RDPC. C'est très important parce que, imaginez-vous si c'est mon ami Jean. Il n'y a pas que du mauvais là-bas? Oui, c'est ce que j'ai dit tantôt. C'est-à-dire que même dans le RDPC, quand vous voyez quelqu'un comme le Fon Moukete, mais depuis le début de la crise anglophone, mais ce monsieur a été constant. Il n'a fait que rappeler qu'il faut aller au fédéralisme, il faut discuter, etc., etc. C'est des mesures que beaucoup de nos compatriotes aujourd'hui saluent. Donc, je dis, je me réjouis que ces mesures-là viennent du parti au pouvoir, des membres forts du parti au pouvoir, qui reconnaissent aujourd'hui qu'effectivement, si nous-mêmes on escompte une survie politique, il faut déjà qu'on essaye d'instituer des mécanismes qui aillent dans le sens de favoriser, de donner une bouffée d'oxygène à notre démocratie qui aujourd'hui est verrouillée. Ok. Aristide Mono, cette sortie du sultan, roi de Bamoun, trop vite recadrée par le premier ministre, chef du gouvernement. Je pense que cela révèle tout simplement Il dit que le sultan de Bamoun est sorti la feuille de route tracée pour ce dialogue national. Je l'ai dit tout à l'heure qu'on était dans une gestion totalement conservatrice de ce dialogue, c'est-à-dire il y a des objectifs qui ont été déjà arrêtés avant même la tenue du dialogue. Et il y a un carnaval qui a été arrêté et de temps en temps il y a des garde-fous pour sécuriser le carnaval qui a été arrêté. Je pense que Ibrahim Boubounjoya, le sultan, marque là un coup de dissidence. Et il faut rappeler qu'à l'intérieur du RDPC, il y a des le terme est fort, la dissidence oui, la dissidence sur cette position. Oui. Pas la dissidence par rapport à l'hégémonie. À l'hégémonie. Je parle sur la question, donc c'est-à-dire sur la question de l'alternance. Il a une position dissidente. Il n'est pas d'accord avec l'ordre établi. Avec l'ordre établi. Et cela démontre de l'effritement même de la dictature, de la discipline du parti. Vous savez, lorsque vous discutez en off avec quelques appareils du RDPC, ils ont cette manie de vous rappeler qu'en fait, nous sommes d'accord avec ce que vous dites, seulement nous, on ne peut pas dire ça en public. Ça signifie qu'intérieurement, il y a des uns et des autres qui restent dans des positions, dans des calculs politiciens. Ils ont peur de perdre ou alors de se retrouver en insécurité politique en prenant des positions dissidentes qui ne cadrent pas avec l'ordre établi. Et Sa Majesté Mbombo Njoya, c'est pas la première fois. Je me rappelle en 2015 ou 2016, il s'était déjà offusqué de ce que ses camarades s'étaient engagés dans des motions de soutien pour appeler le président de la République à se représenter. Donc je pense que depuis un bon bout... Il est logique avec lui-même, ce que ça veut dire, Sa Majesté Mbombo Njoya? Je ne sais pas s'il est logique avec lui-même ou alors c'est tout simplement de l'opportunisme, parce qu'il faut rappeler aussi que lors des manifestations de 91, 90, lorsque les uns des autres demandaient à ce qu'il y ait retour au multipartisme et autres, certains avaient estimé que le Cameroun n'était pas encore mature pour accepter la démocratie ou le pluralisme politique. Donc je pense que... C'est lui aussi qui a conduit le grand meeting de Bafoussam, hein. En tout cas, plus près de nous. En tout cas, je vous laisse vous-même tirer des conclusions. Et il ne faut pas aussi se détacher du contexte. Le contexte actuel, c'est l'après-Biya. Il faut que chacun essaye de jouer sa carte. Il y a une responsabilité historique. Nous avons en face de nous des conséquences néfastes de la crise anglophone. Chacun doit chercher à sortir vainqueur, en fait, de manière individuelle. Je pense que moi, je ne suis pas surpris. C'est
le sultan Mbombo Njoya born again, il y a également des born again à l'intérieur du RDPC qui pourront, avec le temps, se manifester. Maintenant, sur la question de la longévité ou alors de l'alternance, disons, je pense que, comme je le disais tout à l'heure avec la forme de l'État, l'objectif ultime, c'est le bien-être des citoyens. Pourquoi est-ce qu'on demande l'alternance? On ne demande pas l'alternance parce que c'est un principe démocratique ou alors ça relève de l'élégance démocratique. On demande l'alternance tout simplement pour permettre, pour décongestionner la gestion du pays, la gestion des ressources. Plus on dure. Mais c'est pourquoi c'est un principe démocratique. Je pense que lorsque vous avez de l'eau chez vous, oui, lorsque vous avez à manger, vous avez de l'électricité, vous avez un bien-être, disons minimal et hors, je pense que vous n'allez pas vous intéresser à la longévité du président au pouvoir. Votre problème, c'est tout simplement le bien-être. Maintenant, on s'est donc rendu compte que... Non, on s'est rendu compte que, en fait, plus les hommes... Les Américains qui l'imposent, ils n'ont pas d'eau, tout ça, ils n'ont pas ce problème d'eau. Je me dis ceci, on a peur de la dérive dictatoriale. C'est-à-dire des gens qui vont commencer penser déjà que celui qui va venir va... Non, je dis bien, lorsqu'on limite les mandats, c'est pour éviter la dérive dictatoriale. Que quelqu'un ne confonde pas, en fait, la gestion du pays et la gestion peut-être de son restaurant ou oncle. Donc c'est ça, c'est en fait un garde-fou institutionnel pour que des uns et des autres n'entrent pas dans la dérive. Donc le problème de la longévité du président Paul Biya tire en fait son fondement du mal-être des Camerounais. En fait, parce que si le problème est amplifié dans l'espace public, c'est à cause en fait de ce mal-être. Donc je dis fondamentalement, on n'a pas un problème avec la longévité, mais on a un problème avec les effets pervers de la longévité. Et maintenant, si les choses sont proposées telles qu'elles sont aujourd'hui par le sultan Ibrahim Bobo Njoya, cela peut être bien consigné comme proposition retenue. Seulement, quelle est la marge de manœuvre pour les forces alternatives, de mettre la pression sur le président, d'implémenter finalement ces résolutions? Je rappelle que le président de la République a toujours utilisé, c'est le maître du temps, il a toujours utilisé la progressivité éternitaire. C'est-à-dire les choses vont se mettre en place progressivement. Entre-temps, il n'y a pas une limite. Et ça relève en fait de l'un de ces outils de colonisation en fait de la gestion de notre pays. C'est-à-dire de façon impériale, il est assis et il gère progressivement son temps. Et c'est pourquoi moi j'ai voulu à un moment donné que les uns et des autres posent des préalables en ce qui concerne le dialogue en termes de respect des clauses. Le dialogue devait être délibératif. C'est-à-dire, au regard de ce qui a été retenu, qu'est-ce que nous arrêtons et qui doit être applicable à tous et qui doit être respecté par le président de la République. On devait avoir des clauses contraignantes. Malheureusement, on va rentrer en fait dans cette progressivité éternitaire, c'est-à-dire le président de la République aura des propositions, on pourra même lui proposer le sécessionnisme. Il va prendre ses propositions, il va s'asseoir et il va moduler l'implémentation en fonction de sa rationalité politicienne. Parce qu'il faut rappeler que le président de la République ne pose jamais un acte qui a un impact négatif sur sa stabilité au pouvoir, c'est-à-dire sa longévité au pouvoir. Il peut discuter de tout, sauf des choses ou alors des questions qui peuvent mettre en difficulté sa stabilité ou sa longévité. Donc, je pense que tout ce qu'on aura à faire comme proposition, que ça sorte du sérail, que ça sorte des forces alternatives, le véritable problème, le véritable enjeu, c'est l'implémentation de ces résolutions. Et je pense que il y a déjà un chantage politique qui commence à naître. Il faut rappeler que la politique, le rapport de force en politique se joue sur le chantage. Il faut avoir la capacité de pouvoir faire chanter son vis-à-vis. Et je pense qu'aujourd'hui, après avoir accepté l'invitation du chef de l'État, certaines forces sont en train de procéder à ce chantage pour rééquilibrer le rapport de force. Tel monsieur Nidjon Fundi. Voilà, justement. Oui. Justement. Donc, je pense que j'allais attaquer avec, parce que le sultan Mbombo Njoya n'est pas le seul à avoir levé, entre guillemets, la voix. Ce soir, en plénière, il y a aussi ce qui vient de Nidjon Fundi. Oui, Fundi a posé sa il a un problème, si on ne prend pas en compte ces préalables, immédiatement, il libère la salle et il abandonne le dialogue. Et je pense que là, le régime aura pris un coup. Et s'il y a comme ça 2, 3, 4... même Captain Liby le mettait déjà en garde ce matin. Donc, il n'est pas venu perdre son temps. Oui, c'est important de procéder à ce chantage.
La surenchère politique. Non, la surenchère, c'est de mettre la barre haute et obtenir le juste milieu. Voilà. Mais le chantage, c'est de dire à l'autre, si tu ne fais pas ceci, je ne suis pas avec toi. Ça veut dire, il ne commande pas, il ne demande absolument rien. Il dit, voilà les conditions dans lesquelles nous voulons évoluer. Si ces conditions ne sont pas observez, Monsieur le Président, on libère la salle. La salle. On appelle cela le chantage. Bon, ça peut être un peu péjoratif, mais je vous dis, on ne joue pas avec des mots lorsqu'on est en situation de crise. Il faut dire les choses qu'elles se présentent. Et moi, j'aime toujours rentrer dans ce cynisme-là. Lorsqu'on analyse une situation, il faut savoir dire au Président, Monsieur le Président, vous avez porté une veste qui ne cadrait pas peut-être avec l'environnement, même si vous restez président au demeurant. Donc, je pense que nous devons pouvoir dire la vérité, dire au président de la République, vous avez une lourde responsabilité. J'interrogeais tout à l'heure la capacité du Premier ministre Dion Ngouté à pouvoir s'autodéterminer. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, certains pensent que le Premier ministre n'est que le majordome du président? C'est-à-dire c'est lui-là qui doit exécuter ce que le président a dit. Et pourtant, en tant que chef du gouvernement, il doit s'autodéterminer afin de montrer à celui qu'il a nommé qu'il est effectivement un homme qui peut s'assumer et qui peut prendre sa responsabilité. Le premier jour. Non, je parle du Premier ministre en général, pas M. Dion Ngouté. Donc tous les premiers ministres que nous avons connus se comportent effectivement comme des coursiers. Donc il faut donc que... Attendons vendredi, hein, Aristide, pour voir si c'est autodéterminé. Oui, en fait, lorsqu'on essaye d'observer ce qui a été déjà fait, je doute fort que vendredi, qu'on se retrouve tout simplement avec un remix. Docteur Nick Nguyen, sur la sortie de Nidjon Fondi. Well, yes, we saw in him again the vigor of the beginning of the SDF. You know, that's how vigorous he was 10 years ago. You know, we could see that vigor again. On a vu Nidjon Fondi de 90, c'est ça? Oui, yeah, that's yes, he was. And, you know, because there was something at stake. You know, people did not come here to play, to this dialogue to play. It's a do or die thing. And, you know, there's a lot of at stake, and, you know, many Quand people... vous allez amener Paul Biya à regretter pourquoi il a convoqué le dialogue. No, well, he can... Quand vous dites mourir, mais c'est compliqué, là. No, you see... Donc le président est dans le regret maintenant, là? Pourquoi il a convoqué? No, he had to anyway. Oui. He had to, because the country is going down the drain, and you have to do something about it. I mean, it's not whether you like or you don't like. It has nothing to do with emotions now, because the country is going down the drain, and you've got to do something about it to get it back on its feet. So it's like that, because the country does not belong to the president. The country belongs to everybody, and there are all these youths who are dying. I mean, even as of today, people are being killed in Bamenda. I mean, the killing is just going on, and we have to look for ways and means of stopping that killing. It's very, very important, and therefore, when the chairman comes out like that, like one of the things he was saying, there are people in the hall there who have just been in Yaoundé here. There could even be Anglophones like those our elites who've been telling a lot of lies. They're in Yaoundé here, and they have never left the situation. But the chairman Fundi, he is up there in Bamenda with the Amber Deux Boys. enlèvements, hein? Yes, and he himself son is actif, il a deux enlèvements. Yes, his relatives too. He's been going through a lot of stress. He lives it from day to day. So he's not talking about something he heard. He knows the pain is under his. So when he's telling you something as an adult, and it's like, this is the moment, and you know the hall was full with who is who. And then he is telling you his mind, and he's not going to have another chance to say it tomorrow. So he says it now. It's like the final testament or something of his life. He's giving it to you, and that was it. You know, take it or leave it. Though people booed at him, of course you could tell that it was people who had just come into the hall and don't know exactly. Though we talk about war, they might see pictures, but they don't know exactly what the Anglophones are going through. And the chairman has been living it. So he was telling his mind, just like Yannick was doing. Ok. David, pour sortir, il nous reste une minute pour sortir. Vous dites que vous repartez au palais des congrès, c'est ça? Tous les jours. J'y suis entre 8h et 20h. Ok. J'y suis, je suis Marcel d'ailleurs. Vous voyez très bien qu'il y a quelqu'un qui m'accompagne dans ce studio. Oui. Edmond Kamgia. Edmond Kamgia, oui. Salut. Et donc, ce que je veux dire pour sortir, c'est que nous parlions du SDF tout à l'heure. Je pense que le SDF va profiter de cette occasion majeure pour marquer politiquement cet événement. Depuis quelque temps déjà, le SDF passe inaperçu. Avec l'avènement. Vous voulez dire que le SDF va revivre à travers le dialogue national? C'est aussi ça le flair politique d'un parti politique comme le SDF. Saisir de telles opportunités pour se repositionner et marquer d'une pierre deux coups.
je pense que c'est une bonne opportunité aujourd'hui qui est donnée au SDF pour renaître de ses cendres. Et je pense, et en bon politicien dans ce parti politique, je crois qu'ils sont en train de flairer quelque chose. Et si l'occasion leur est donnée, je crois qu'ils n'hésiteront pas à marquer politiquement cette occasion. Parce que depuis le fait que le MRC, qui est pourtant un parti qui est toujours monté, ait refusé de prendre part à ce dialogue national, ce qui nous a personnellement dessus, je pense que c'est du grand moutre que le MRC a servi sur un plateau en or au SIF de manière à ce que, effectivement, ce parti-là aujourd'hui puisse frapper d'un point de coup sur ce qui va se passer. Et je crois qu'ils attendent le bon moment, le bon timing pour le faire. C'est pour cela que j'ai pris du plaisir à discuter avec les acteurs de ce parti-là qui sont partie prenante de ce dialogue national, qui y sont au Palais de Congrès en ce moment, pour scruter ce qu'ils pensent, pour analyser un peu ce qu'ils escomptent, et je crois qu'on ira dans ce sens. Maintenant, je voudrais sortir peut-être par une note triste. En étant dans la salle, j'ai reçu une image assez choquante d'une gardienne de prison qui a été enlevée, tuée, alors qu'elle revenait des funérailles. Chez elle, au nord-ouest, elle a été assassinée froidement. Son corps a été mutilé, décapité et jeté dans les rues quelque part dans une contrée au nord-ouest. Je suis très proche des gardiens de prison, vous le savez. J'ai beaucoup d'amis gardiens de prison et cela m'a choqué. J'ai pris soin sur ma page Facebook de publier l'image de cette jolie dame-là qui est morte de la triste des manières. J'adresse toute ma compassion émue à sa famille ainsi qu'à la grande famille des gardiens de prison. Ok, merci cher monsieur d'être venu. Thank you for coming. Dr. Nick. It's always a pleasure to be here with you and to examine some of these issues, because in so doing we kind of like help the population to follow up, and we want to thank Equinox for doing this great job. Voilà, merci la grosse équipe à Yaoundé pour cet événement, ce rendez-vous des Camerounais avec eux-mêmes. Merci à Aristide Mono d'être venu. C'est moi qui pour vous la remercie. première. Merci beaucoup. Parce que j'aurais apporté comme ça ma part de contribution. J'aimerais seulement demander au Premier ministre, au pouvoir public, de moduler les échanges en fonction des observations d'aujourd'hui. Question de donner une chance au Cameroun de vivre ce moment historique, au risque de se retrouver à la fin avec un théâtre qui aura coûté une fois de plus aux contribuables camerounais. Voilà, merci à vous David, vous avez déjà conclu. Merci. Merci, je suis républicain. Oui. Je suis républicain, je sers la patrie et c'est toujours un plaisir de revenir. Voilà, merci. Donc nous allons rejoindre dans un instant toute la grosse équipe du côté de Kolniada, je crois que c'est bien cela, le palais du Congrès, où nous attend Cédric Nouffelé. Bonsoir. Et Sougli, Pantui. Nous sommes dans le département du Mbamiki. Tout de suite, Cédric Nouffelé pour la suite. I don't know anything else we have been discussed that can lead us to solve the problem. Absolutely nothing. And people are joking with the future of the country. What do you mean by people are joking? Well, because if you put up a show which is not to have a semblance of a dialogue, when you're not having one, that's a show. There was no participation, there was no discussion between the members, there was nothing done to make sure there's full participation. I was called a participant. I'm not a participant. I was a spectator.